Tous les ingrédients étaient réunis pour une grande soirée de hockey sur glace lors de cet acte 5 des demi-finales de play-off de National League. On les a eus, des big saves, des buts estampillés quasiment NHL, des gros embellissements aussi, on va vous montrer ça, quelques charges bien appuyées, des vidéos, bref, on ne s'est pas ennuyé, mais Gary, qu'est-ce que tu vas garder comme image? Moi, je vais garder l'image que Hilaire et ses amis ont fait le job. Geoffrey? Lausanne s'est fait étouffer par l'intensité de Zouk qui a laissé que des miettes à Lausanne. C'est confirmé, on le savait déjà puisque l'Angenthal ne peut pas monter, mais Davos s'est imposé face à Rapperswil et est sauvé, garde sa place en National League. Et puis l'image de cette soirée, c'est ce but stratosphérique signé Santeller, auteur d'un doublé ce soir face à Lausanne. On a marqué quelques-uns des comme ça, Geoffrey, dans ta carrière. C'était plus difficile avec des canons en bois. Pour réaliser ce superbe geste de Santeller. Il a senti venir, il est malin vraiment. Messieurs, demi-finale, acte 5 de ces playoffs. Lausanne se retrouvait dos au mur. Il y avait 2-2 dans la série entre Berne et Bienne. Bref, du suspense. Il y en avait évidemment sur toutes les patinoires. Et on va commencer avec ce duel bernois. On se demandait si Bienne avait les capacités de réagir. On sentait que le momentum avait peut-être finalement changé de camp et on a été très vite rassuré lors de ces 20 premières minutes de jeu. On a continué un peu sur le même rythme et surtout avec un Jonas Hilaire stratosphérique, on le voit, face à Grassi et un Bienne qui se crée quand même des possibilités à l'image justement de ce poteau signé Marc-Antoine Pouliot qui était aligné ce soir à la place de Kirky. Finalement, Geoffrey, cette série ne baisse jamais d'intensité. On a des scores différents, on a des scénarios différents selon les tiers, mais à chaque fois, on retrouve un peu vraiment le même type de jeu. Oui, on a affaire à deux équipes qui jouent très très bien. On a vu beaucoup d'intensité dans ce match. C'est quelques détails qui ont fait la différence. On parlait de Jonas Hilaire qui a fait vraiment un grand match ce soir. Et puis Robbie Earle qui a débloqué la situation pour Bienne avec un shoot d'une précision diabolique. Donc c'est vrai que avant ce 1-0, ça aurait pu tourner aussi du côté de Berne, mais franchement, chapeau à Bienne qui n'a pas été perturbé par ces deux défaites contre Berne dernièrement. Mais Gary, justement, la clé, c'est ces 20 premières minutes de jeu. Quand on va jouer du côté de la capitale, on se dit si on tient ces 20 premières minutes de jeu, ça veut dire qu'on se donne la chance, la capacité de suivre tout le match. Les coachs souvent disent que les 10 premières minutes du match sont la clé, surtout à l'extérieur. Mais si on revient à l'interview de Martin Steinegger, le message était clair, puis c'est en plein ça qui a été reproduit sur la glace. L'équipe était prête, elle avait son plan de match, et pour moi, elle était mieux organisée ce soir. Même si les Bernois ont fait un bon match, ont travaillé fort, Hilaire a dit stop, mais il y avait le retour de Pouliot, il y avait deux joueurs. 4-5 aussi. Oui, et puis il y a aussi eu des décisions prises. Petretti ne joue pas, on fait des petits changements, et ça a fonctionné. Je pense qu'ils étaient vraiment sur un plan ce soir, sur une mission, puis ils l'ont fait. Le puck a tourné aussi pour Bienne lors de ce match, et notamment en deuxième période, avec un CP Berne qui a eu de grosses possibilités en supériorité numérique, qui a touché du poteau. Mais en effet, Geoffrey, vous l'avez dit, Robbie Earle. Et Robbie Earle, finalement, on le paye pour ça, pour marquer des goals, et des goals aussi importants. Il a justifié son salaire sur ce coup-là, en tout cas, parce que franchement, c'est un superbe shoot. On va le voir maintenant. On l'a dit plusieurs fois, dans la Lulu, en pleine lucarne. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs qui auraient shooté. On a vu pas mal de shoots à côté de la cage aussi ce soir, mais sur ce coup-là, il n'y a rien à dire. Giannoni ne peut pas faire grand-chose sur un shoot pratiquement à bout portant. C'est un revirement. Gouffenart essaie de transporter la POC. Certaines mauvaises langues ici sur le plateau ont dit qu'il a eu peur de se faire frapper, de se faire mettre en échec. Le POC sur la palette, Robbie Earle en hérite.
On ne dira pas à qui, je ne veux pas nommer de nom. Il y a des caméramans ici, donc ça peut être des caméramans aussi. Ça peut être n'importe qui. Où il pensait que son joueur de centre était juste devant, mais ce n'était pas le cas. En tout cas, une grosse erreur de Ruffenhardt. Mais ce soir, à part ça, le premier bloc du CP Berne n'a pas eu le même rendement. Ouais. Très clairement, Geoffrey, on n'a pas, Arcobello n'a pas pesé dans la rencontre comme il le fait. Justement, on parle de portée de puck, etc. On ne l'a pas vu. Quoi. En fait, Moser a fait un très bon match, j'ai trouvé, parce qu'il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est être autour de la cage. Mais c'est vrai que Ruffenhardt, beaucoup moins, et surtout Arcobello, qu'on a l'habitude de voir avec beaucoup plus de shoot au goal, effectivement, un peu plus invisible ce soir. On parle de Simon Moser, justement, on va le voir dans un rôle qu'on aime beaucoup moins. Regardez, c'est Rayala qui va se faire punir sur cette séquence, alors que Bienne est en supériorité numérique. Paf. Alors, on a l'impression, sur les images comme ça, à vitesse réelle, que c'est une canne qui va dans le visage. D'ailleurs, les arbitres aussi, mais on va le voir. Pam, c'est l'épaule, petit coup d'épaule, et après, la réaction. Oui, c'est un peu exagéré. Puis on voit la réaction de Rayala aussi envers l'arbitre. Il mentionne qu'il a touché le maillot, pas le visage. Et c'est son geste avec la tête en arrière qui a fait mordre l'arbitre, je pense. Alors, un beau petit coup de théâtre. Un beau petit coup de théâtre, on verra si l'amende est digne, évidemment, de Laurent de Simon Moser. Messieurs, on est en troisième période et finalement, Marc-Antoine Pouliot, bon coaching de la part de Tormelen, va regarder égaliser, enfin marquer le 2-0 plutôt dans la cage vide, avec de manière très subtile, va pouvoir marquer le but de la sécurité déjà à 2-0. Et on parle de coaching quand même, avec un Marc-Antoine Pouliot qui récupère, qui temporise, et hop, qui le place, parce qu'il faut quand même le placer, gars. Oui, il faut quand même le placer, mais il faut aussi remarquer que, si on revoit l'action depuis le début, le coach adjoint à Bienne a les bras en l'air, le gardien remplaçant également, en signifiant hors-jeu que c'était de nouveau un puck qui a frappé l'arrondi du plexi, puis qui est resté en jeu. Mais cette fois, c'est à l'avantage de Bienne, comme quoi... On appelle ça la loi de... La moyenne. Voilà. Ben, ça te revient. À un moment donné, tu ne peux pas être chaque fois malchanceux. À un moment donné, tu as un rebond favorable. Des fois, tu en as des moins favorables. C'est comme ça. Et moi, j'ai une statistique pour vous, les gars, ce soir. Tir bloqué. Mais j'en ai pas vu des masses, il me semble. 28 tirs bloqués pour Bienne. Okay. Seulement 9 pour Berne. Ouais. Berne, c'est une des équipes qui bloque, avec Lausanne, qui bloque le plus de tirs. Évidemment, on est très passif en zone de défense, donc on bloque des tirs. Mais ce soir, 28, dont 6 par Kevin Fay. Oui, mais tu vois, j'ai trouvé dans ce match que Bienne avait joué avec l'urgence. Ce que Berne a fait à Bienne l'autre soir, c'est maintenant Bienne qui l'a fait. J'ai mentionné Hilaire et ses amis, c'est ses poteaux. Ses poteaux ont été là au bon moment et il a fait les arrêts clés, il les a dégoûtés ce soir. Alors, ça va être difficile pour Berne. Oui, 36 shoots pour Berne ce soir, contre 26 pour Bienne. Stéphane, on a deux choses à voir. La première, c'est quand même une charge de Pouliot, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. C'est Geoffrey Vauclair qui l'a vu pendant le live et qui nous a dit « Ouh là 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 !» La vilaine charge de Marc-Antoine Pouliot qui était sur la glace pour marquer quand même le 2-0, il ne faudrait pas l'oublier. Ouais. Et cette charge-là... Moi, je pense qu'il va bien s'en tirer parce qu'il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de gros plan. Je l'ai là sur la tablette. Si vous voulez bien aller sur la tablette, regardez bien. Il est ici, notre ami Pouliot. Regardez bien, il va se diriger contre le défenseur Buren. On va y aller tranquillement comme ça. Et là, je vais vous mettre le gros plan. Regardez bien. Pop. Et là, regardez, pour moi, là, il est vraiment très, très haut. Il se fait grand, très grand. Et ses pieds ont décollé. Regardez comme il est grand. Il écrase vraiment. Il va vraiment vers la tête. Regardez, il est très, très haut. On va venir en arrière, vous allez voir, c'est assez... Je l'aime pas. Elle n'est pas jolie. Regardez. Boum! Ah ouais. Oh. Donc, je pense qu'il va s'en tirer. Il n'y a pas eu de pénalité. Je pense qu'il va s'en tirer. Il aurait dû avoir une pénalité, clairement. Surtout que l'arbitre est derrière. Surtout que l'arbitre est derrière. C'est étonnant. Bon. Mais il va s'en tirer parce qu'il n'y a pas de ralenti, pas de gros plan. Bon, attention, c'est que la Ligue peut demander, s'il y a un doute, peut demander d'avoir les images que nous, on n'a pas eues, peut les demander à la production. D'accord. Oui, mais comme les caméras se trouvent dans les angles opposés, je ne pense pas qu'il y aura forcément un meilleur angle. Puis pour savoir, parce que j'ai parlé avec Brent Traber hier pour savoir comment ça fonctionne, je te laissais parler après, nos juges uniques, nos membres du PSO, Ryan Gardner et Stéphane Auger, sont au Canada et regardent chacun leur match. Les 2 matchs de play-off sont suivis. Il y en a un qui suit un, l'autre suit l'autre, en direct. Tout ce qui est pénalisé est revu. Tout ce qui est 2+10, 5 matchs est revu. Et ils regardent le match attentivement. Donc, si Geoffrey était branché avec Ryan Gardner, il aurait pu lui envoyer un petit message. Tu as vu la charge? Non, mais c'est vrai. J'ai son numéro, c'est vrai. Tu peux y envoyer un message. Donc, ça fonctionne comme ça. Hein. S'il y a des 5 qui sont vus, on les envoie. Et puis, les clubs reçoivent un rapport, après le lendemain des matchs, reçoivent un rapport de toutes les 5 qui ont été systématiquement
revu. Ils savent, parce que souvent les clubs se posent la question, ils l'ont vu, ils l'ont pas vu, ils dormaient et étaient aux toilettes durant que ça s'est passé, machin. Non, 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 non. Ils ont la liste de ce qui a été revu ou non. Évidemment, les clubs peuvent demander une révision, peuvent demander d'analyser. Moi, Berne, je pense qu'ils vont peut-être... Ils vont le faire. Peut-être avoir un peu trouvé des solutions, fait qu'ils vont peut-être le faire. Mais c'est là que je dis, moi, j'ai l'impression quand même, s'il n'y a pas eu de faute sur l'action, je ne suis pas sûr qu'il l'a si bien frappé que ça. Je pense qu'il est un peu devant lui. Alors, ça prend un autre angle pour voir s'il touche la tête. Mais la charge est dangereuse. C'est mauvais parce que ça aurait pu être pire que ça, parce que Buren a rejoué. Mais à mon avis, il le frappe un peu devant. Et c'est pour ça que c'est pas un clean hit à la tête, je crois, même si c'était peut-être son intention. Mais finalement, le timing, le contact n'est pas nécessairement celui qu'on voit, nous, peut-être. Affaire à suivre, comme on dit, messieurs, en ce qui concerne justement cette charge. Mais on va analyser, Stéphane, partie quand même de l'excellent jeu, puisque Gary a dit, Bienne était très bien préparé pour cette rencontre. Oui, Bienne, c'est 50 en infériorité numérique depuis le début des playoffs, 50 contre Berne. Il fallait réagir. Ce soir, on savait qu'à Berne, on aurait quelques pénalités. 0-5 sur le powerplay Berne ce soir, c'est-à-dire que Bienne s'est ajusté en faisant quoi? En mettant énormément de pression, déjà sur leur sortie de zone lorsqu'ils sont en zone de défense, pour pas qu'ils s'organisent, mais en zone de défense, j'ai une séquence pour vous, et vous allez voir que Bienne n'a pas laissé d'espace à Berne, ne les a pas laissés s'organiser. C'est parti, on y est. Regardez bien, il y a une entrée de zone, le puck est ici en haut, l'entrée de zone, et là, on va y aller, on va mettre énormément de pression. Regardez, là, il y a une passe en transversale. À partir de ce moment-là, regardez le joueur ici, tout de suite, un puck libre, va mettre de la pression le long de la bande. Tout de suite dans le coin, regardez, le joueur ici fait demi-tour, on va mettre de la pression. C'est parti. Tout de suite, derrière le but, on a un contre un. On a intercepté la rondelle, là, on se fait subtiliser la rondelle, mais tout de suite, on ne relâche pas. Pas question, le joueur de Bienne aurait pu venir ici et donner de l'espace. Non, il va derrière la cage. On va mettre de la pression tout de suite. Regardez, hop, tout de suite, celui-là, il déclenche aussi. C'est très risqué parce que là, on est presque 2 joueurs sur le joueur. On va remettre le puck. Le joueur de Bienne va remettre le puck ici, mais on a tout de suite un joueur de Bienne qui est sur lui. Il récupère la rondelle et on va sortir facilement. Et cette scène-là, ce genre de scène-là, s'est répété à plusieurs reprises durant les infériorités numériques. C'est une que j'ai prise, mais j'aurais pu en prendre 5 ou 6 où c'était flagrant. Je pense qu'on a imité ce que Genève a fait. Genève a contenu Berne en infériorité numérique toute la série. 2 buts encaissés en 22 infériorités numériques pour Genève face à Berne. Et ce soir, on s'est dit, qu'est-ce qu'a fait McSorley? Il a mis beaucoup de pression, on a fait la même chose. Et ça a apporté ses fruits. Possible. Tu fais ça, toi? C'est fort possible. Oui, c'est ce qu'on fait aussi le plus souvent possible, c'est mettre beaucoup de pression, pas laisser l'équipe s'organiser, surtout quand ils ont le visage contre la bande. Chaque fois qu'il y a c'est à chaque fois ça qui s'est passé. Ils ont attaqué parce que, par contre, quand ils sont face, tu dois contenir parce que si tu attaques, à gauche ou à droite, c'est ouvert, c'est vulnérable. Et puis, on voit aussi que les 2 attaquants ont un système différent, c'est que maintenant, ils commencent à croiser en haut. Avant, ils ne croisaient pas. Ce qui veut dire que là, si la rondelle serait montée à la ligne bleue, Brunner, qui a coupé la rondelle dans le slot, serait monté et puis Earl serait revenu dans le filet. Il se serait retrouvé presque hanté. Quand ils se croisent comme ça, il y a un certain moment que les 2 gars d'en haut du carré sont un derrière l'autre. Et puis, suivant où va le puck, il y en a un qui suit. C'est ça. Et puis, à un moment donné, on se retrouve quasiment en espèce de T inversé. Il n'y a pas une équipe qui a fait ça contre toi durant les playoffs? Arrête. Hein? Turgovie? Hein? Et tu retournes le couteau dans la plaie, voilà. Ça a causé beaucoup de problèmes à Gary. Effectivement. On va retenir les côtés positifs. 28 block shots, on l'a dit. Et puis, l'auteur de ce deuxième but, 2-0, le but de la sécurité sur ce match. On va écouter tout de suite l'interview de Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, pour la première fois dans cette série, il y a une grosse bataille tactique et c'est Bienne qui l'a remporté. Ouais, je pense que ça a été probablement le match le plus intense de la saison. Ça a été vraiment une bataille, puis au final, on l'a emporté 2-0. C'est peut-être pas le match le plus excitant, ça a été quand même fermé, mais on va prendre le point. Réaliser un blanchissage en play-off à l'extérieur, ça montre vraiment la qualité de l'équipe. Absolument. Jonas a joué un match fantastique. Berne a eu plusieurs chances, surtout sur leur power play. Puis Jonas a joué un de ses meilleurs matchs. À titre personnel, comment vous vivez cette alternance avec Jarno Kerki? Ça fait partie du jeu. Écoute, j'ai été à l'écart pendant 1 semaine et demie. Puis je reviens en force aujourd'hui. Je pense que toute l'équipe dans l'ensemble a bien joué. Puis je pense surtout défensivement, le boulot a été excellent de l'équipe. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Voilà pour cette victoire de Bienne dans cet acte 5. On va passer à l'autre demi-finale. Lausanne se retrouvait au pied du mur, bien sûr, en se déplaçant du côté de la Bossart Arena. La grosse inconnue, messieurs, c'était de savoir si Dustin Jeffrey allait fouler la glace zougoise
Oui. La deuxième inconnue, c'était de savoir, du coup, dans quel état allait se retrouver Dustin Jeffrey. Eh bien, Lausanne, surtout, va être, entre guillemets, cueilli à froid par Everberg, qui faisait aussi son retour. Younland, qui n'a pas le choix, finalement, Geoffrey, qui est obligé d'intervenir de manière fautive. Faute de dernier cours, voilà. Je veux dire, ça, c'est pas une faute, on va dire, stupide, parce que tu as évité un goal. Puis là, on verra derrière que Marchini, qu'on a l'habitude de voir marquer un penalty, va être très bien stoppé par Kirchen, qui va être très patient sur ce coup-là. Donc il ne va pas se faire attirer d'un côté ou de l'autre. La canne est restée entre les jambes. Au moment où il ouvre les jambes, il a la canne sur la glace. Le festival Saint-Teller va commencer puisque c'est lui qui va ouvrir le score. 9e minute de jeu avec l'erreur de Kennins. Cadeau. Voilà, messieurs. Gary, la grosse erreur individuelle. Oui, et puis le fameux 10 minutes n'a pas réussi à passer à travers ces 10 minutes. Il y avait déjà eu un penalty et là, cette erreur défensive de Kennins et Saint-Teller avait déjà sorti ses mains ce soir. On va le voir encore après, mais là, c'est vraiment un but qui fait mal sur une erreur individuelle et puis dans les 10 premières minutes d'un match qui donne le tempo. Oui, puis surtout, en 3 minutes, Lausanne va commettre 2 erreurs individuelles et va surtout payer cash. Regardez, là encore, un mauvais dégagement, un Puck qui revient sur Kirchhoff, qui est battu cette fois-ci par Sven Leyen derrière la jeunesse et Geoffrey Auclair. On s'est déjà dit là, 2-0, voilà, c'est plié. Ouais, c'est compliqué là, mais on voit surtout la pression que met Zug de nouveau sur les joueurs de Lausanne. Et puis on est étonné de voir un Corey Merton qui se débarrasse un peu du puck au milieu de zone, une chose qu'on ne doit jamais faire généralement. Donc jusqu'à ce moment-là, en tout cas, Lausanne ne faisait vraiment pas les choses justes. Non, on ne peut pas dire ça. En effet, 2 erreurs individuelles, 2 goals, voilà. 12 pays cash finalement dans les rangs lausannois pour un match coup près. En deuxième période, Zivoki vont arriver le couteau entre les dents et arrive ce nouveau coup du sort parce qu'on va le voir 3-0. Mais regardez, bim, bim. Non, mais ça, c'est le jeu de qui? Il y a un Lausannois qui le touche. Là, sur Kirchhoff peut-être un challenger, on ne sait pas. Puis il avait la rondelle, je veux dire, en plus, il fait l'arrêt. Là, il y a une pénalité signalée, pénalité différée. Il y a deux Cannins et puis Frick qui se percutent. Pas un uppercut, ils se percutent. Et sur Kirchhoff qui fait l'arrêt, il fait le premier arrêt, il ne voit pas où est le puck. Il n'y a pas de chance là-dessus. Là. Non, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas eu de chance parce qu'il a fait un bon job. Il n'y a pas que ça en ces jambières. C'est trop long pour le retour aussi de venir défendre ça parce qu'à mon avis, les défenseurs qui arrivent doivent sauver cette situation-là. Il n'y a personne du côté droit, mais c'est surtout l'erreur en entrée de zone, comme on a mentionné souvent, pas sur la même page et ça coûte cher. Et 3-0, 3 erreurs individuelles, puis ensuite le chef-d'œuvre signé Saint-Teller. Merci, au revoir, 4-0 qui va sonner le glas finalement sur Kirchhoff. Mais ça, c'est le genre de geste, messieurs. On n'est pas, c'est pas un import à je ne sais pas combien par année non plus. Hein. C'est Saint-Teller, la profondeur de banc. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux dire, ce qui est impressionnant là-dessus, c'est la vitesse d'exécution du shoot. Parce qu'en fait, le shoot n'est pas puissant sur ce coup-là, mais c'est la détente du shoot qui est très rapide. On s'attend à ce qu'il y ait peut-être un petit peu plus loin. Qui prenne un peu plus sur son ping, elle est repartie. Et ça, ben voilà, quoi, on change de gardien sur ce coup-là. C'est pas de la faute. Non, c'est pas de la faute à Kirchhoff. C'est pas du tout de la faute à Kirchhoff. On essaie de changer un peu le momentum, quoi, tout simplement, en changeant de gardien. Puis Boltzoser, à partir de ce moment-là, il a été très bon. Il a été excellent du reste, le but de l'espoir pour Lausanne. Regardez, à 5 contre 4, Lausanne qui va trouver l'ouverture. Emerton, le coup d'œil, et puis Kennins qui se retrouve, j'ai envie de dire, un peu seul quand même dans le slot, on est d'accord, mais qui se rachète quelque peu. Ouais, c'est vrai que là, sur ce coup-là, il se rachète, mais il se rachète pas assez, on va dire, sur ce match-là. On voit le très bon coup d'œil de Corey Emerton. Mais malheureusement, on sent quand même que ce Zug tient bien son os, d'une équipe solide. 149 minutes, 32 secondes, ou 42 secondes, je ne sais plus, quelque chose comme ça, avant que Lausanne retrouve le chemin du filet. Gary, c'est énorme. Je veux dire, au bilan final, voilà, J'ai l'impression que c'est le résultat va avec. Maintenant, si on voit autant léthargie comme ça, en léthargie dans cette période de la saison, marquer des goals difficiles, avoir plusieurs tirs au but, c'est difficile. C'est une des peu d'erreurs que Zug a commis dans la zone de défense-là, d'avoir un joueur seul dans l'enclave. Mais ouais, je pense que les gestes d'avant à 3 contre 0, la collision, la feinte de Saint-Teller, c'est des choses qu'on voit à l'entraînement, qu'on ne voit pas dans un match de play-off normalement. Mais voilà, je pense que l'équipe de LHC était un petit peu comme Jeffrey à 70, 60, 50 % de ses capacités. Mais Jeffrey, ce soir, il était peut-être à 50-60, mais il a joué 22 minutes 11. C'est le joueur le plus utilisé des deux équipes, d'ailleurs. Deuxième, c'est Younland à 21 minutes. Quelques chiffres, 21-12 les tirs bloqués. Pour qui? Pour Zug. Pour Zug. Voilà. 41-24 les mises au jeu. Pour qui? Zug. Pour Zug.
Ouais, le score 4-2 pour qui? Non, c'est pas fini, ça finit 5-2. 5-2, c'est le deuxième 4-2. Non, mais on en est à 4-1, surtout on va voir ce qui s'est passé en troisième période du côté de la Bossart Arena avec un penalty. Il y a une supériorité numérique pour Zug et ça va être ensuite une décision de penalty. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur lausannois qui va mettre... Tu as mis la main sur le gelé le puck dans la cage, le demi-sac du gardien. Blue paint, on a plein de survie, regardez. Hop, parce qu'on va voir, il y a le casse l'arbitre. Il donnait un coup de main à son gardien de but, un deuxième gardien. L'arbitre était bien placé, on ne l'a pas vu nous, mais l'arbitre avait le meilleur angle sur cette situation-là. Il n'a pas hésité d'ailleurs. Et Santeller qui n'a pas tenté le back-end finalement. Non, c'est dommage, il aurait dû, ça n'a pas trop mal marché ouais. ça. C'est sympa parce que le coach le met sur le penalty pour qu'il fasse un tour du chapeau. Donc chapeau, ouais, on va dire le coach. Comme ça se fait aussi en NHL, il cherche à faire plaisir à ses jeunes joueurs. Donne-moi un, puis je vais t'en donner. Voilà, exactement. Donc il arrive à tirer apparemment le 100% de ses joueurs, de chacun de ses joueurs, de faire se sentir concernés. Lausanne va marquer de nouveau un but en supériorité numérique. On ira voir du reste la vidéo pour une position de hors-jeu. Mais c'est Genazi qui va marquer. On voit la joie contenue de Genazi aussi. Non, mais ça illustre bien, on est d'accord, que la situation aussi. Petit coup d'œil à l'horloge aussi, on a vu dès qu'il a marqué son goal. Mais je trouve ça un peu aberrant maintenant que, pour moi, Lausanne avait une petite chance de revenir et là, on leur a coupé le rythme. OK, on est allé voir le coach challenge. Mais ça a été long, hein? Ça a été long. Et c'est pas rendu service du tout à Lausanne là-dessus. Je pense que c'est visionnement de vidéos pour ces buts, des fois, quand c'est sûr, ça devrait aller beaucoup plus vite. Bon, moi, je vais quand même le dernier but dans la cage vide que vous voyez, mais moi, je vais décharger un peu les arbitres. Je suis d'accord avec vous, c'est long, puis c'est fastidieux, puis des fonctionnements. Mais souvent, on ne fournit pas les bonnes images aux arbitres. Et tout à coup, on met la bonne image, puis elle passe vite, puis on dit attends, il faut la remettre au ralenti. Il y a un problème de communication. Des fois, j'ai un problème de communication aussi de langue. Tu parles anglais avec un gars qui ne parle pas d'un mot d'anglais dans le cadre. Des fois, c'est très, très, très compliqué. Puis il faut savoir que les arbitres, ils ont un petit écran. Vous, à la maison, en général, on voit mieux à la maison que les arbitres parce qu'ils sont souvent sur un petit écran qui n'est pas de bonne qualité. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Il y a les grandes TV pour pas grand-chose maintenant, pour 500 balles. Hein. En plus, sur cette action, on allait voir le but pour voir s'il n'y a pas une faute sur le gardien. Ensuite, après, Heinzmann qui sont allés voir avec le coach challenge. Enfin, ça a été très long, toute cette séquence. Est-ce que je peux expliquer aussi, les gens, ils disent, ouais, mais en NHL, c'est pas comme ça. En NHL, vous avez quelqu'un qui revoit systématiquement, si par exemple, il y a un shoot au but, poteau, on laisse continuer le jeu. Souvent, les arbitres, sur l'arrêt de jeu, vont aller contrôler, ça a vraiment chopé le poteau. Et puis, en NHL, c'est revu systématiquement. Il y a quelqu'un qui regarde, OK, poteau. Et puis, à l'arrêt de jeu suivant, s'il y a quelque chose de douteux, on appelle les arbitres, on dit, attendez, venez voir la vidéo. Sinon, on continue de jouer. C'est pour ça qu'en NHL, il y a beaucoup moins d'arrêts parce que tout est revu systématiquement. Rapidement. Et comme en Suisse, à chaque fois qu'il y a un goal, de toute façon, on va revoir la vidéo. Oui, mais c'est les arbitres qui vont, donc ça arrête le jeu. En NHL, c'est avant l'arrêt de jeu suivant, on va voir. Et puis s'il n'y a pas lieu d'arrêter le jeu, ça continue. Donc on a moins de séances, longues séances vidéo. Ça aurait été directement le coach challenge plutôt que d'aller voir un but qui était bon pour rien, parce que l'information aurait été donnée. Il n'y aurait pas d'obstruction. Il n'y a pas d'obstruction, c'est bon, allez, réengager, on recommence. Après, et là, le coach, il voit qu'ils ne vont pas la vidéo, il demande... le coach challenge. Oui, puis ça va beaucoup plus vite, parce que ça, il a droit. Et puis, puis c'est vrai qu'il faut dire aussi que les arbitres, dans ces playoffs, Bruno Curchot, le commentaire, le mentionnait, il y a eu beaucoup trop de visionnage, c'est trop long, puis tout le monde le parle, puis c'est juste. Sauf que Brent Traber, le chef des arbitres, a dit, pas question de rater quelque chose pour qu'on nous reproche. S'il y a le moindre doute, vous allez. Alors, peut-être que les GM des équipes, les directeurs sportifs, l'année prochaine, pourront dire, bon là, arrêtez. Brent Traber a dit, vous préférez qu'on y aille une fois de trop, une fois de pas assez. Voilà. Et ce sera la discussion estivale, vous l'avez compris. C'est sûr. Messieurs, on va revenir quand même sur l'information de la soirée d'élimination du Lausanne Hockey Club. On va écouter tout de suite une réaction, celle du capitaine, justement, du LHC. Au micro, de Jean-Philippe Presselmanger. Étienne Froidevaux, défaite dans ce match 5 à Zug, fin de saison. Un petit peu amer, on imagine qu'il y avait peut-être quelque chose à prendre. Ouais, je pense... Alors, premièrement, il faut dire chapeau à Zug. Je pense qu'ils ont fait une série très solide. Ils ont montré comment il faut jouer.
Nous, on a espéré de faire plus contre eux, de gagner plusieurs des matchs. Je pense qu'on a fait trop des erreurs. Ça nous a coûté cher. Il faut voir ça comme expérience d'apprendre pour nous. C'est frustrant au moment, mais on va attaquer de nouveau la saison prochaine. Oui, j'imagine, c'est peut-être difficile de faire un bilan maintenant, mais si on regarde l'histoire lausannoise et la façon dont le groupe a grandi cette saison, c'est quand même un pas positif dans la bonne direction. Une demi-finale de championnat, ça n'est pas rien. Ah, certainement, mais quand même, on veut plus. Si tu joues le demi-finale, tu le joues pour aller au final. Et puis, je pense, de nouveau, je dois dire, ils ont bien joué, mais je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux dans quelques matchs. C'est comme ça, pas d'excuses. Comme je dis, il faut apprendre et puis revenir plus fort la saison prochaine. Merci Étienne Froidevaux. Merci. Lucide, au moment de l'analyse, Étienne Froidevaux, jamais évident, hein, Geoffrey Vauclair, de dresser rapidement finalement le bilan de cette série. La question qu'on peut se poser, c'était, voilà, est-ce que Lausanne avait vraiment l'espace dans la légère ouverture peut-être qu'a laissé Zug à certains moments pour s'engouffrer et faire la différence? Non, je pense pas. Je pense que quand même Zug était, tout le respect que j'ai pour les Lausannois, mais Zug était quand même bien supérieur. Lausanne est resté aussi dans ce système très défensif, même quand il perdait 3-0 et continuait avec ce système très défensif. Moi, c'est pas que ça me pose problème, mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut essayer quelque chose, il faut jouer. Quand même, Lausanne a des joueurs offensivement qui sont capables d'amener quelque chose. Puis des fois, il me semble qu'on est un peu bridé à Lausanne parce qu'on ne préfère pas prendre de goal que d'en mettre un. Mais quand tu perds 2-3-0, il faut quand même y aller, quoi. On a vu que Zug a mis énormément de pression sur Lausanne, ça a marché. Zug, il joue sur un haut tempo tout le temps. Hein. Go, 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 on y va. Mais à 4 blocs. À 4 blocs. Langnau avait un gros tempo aussi. Philosophie de jeu. Et puis, on va parler maintenant de Zug, si vous voulez bien, messieurs. Là aussi, on va écouter une réaction à l'issue de cette qualification pour la finale. Il ne faudrait pas l'oublier. Écoutons tout de suite Reto Souris. Reto Souris, cette fois, vous me disiez, après le deuxième point gagné, on a fait 50% du chemin. Cette fois, c'est fait, vous êtes en finale, face après avoir battu Lausanne, qui a fait des erreurs défensives, que vous avez réussi à concrétiser en but. Ouais, je pense qu'on a fait beaucoup de choses, on a bien fait. Mais je pense qu'il faut aussi... on a vu dans le deuxième tiers-temps, les 10 minutes, si on ne joue pas au top de notre jeu, puis... on n'a pas eu trop confiance chacun à l'autre, puis ça donne des trous, puis Lausanne a tout de suite profité, ils ont pris un peu le momentum. Je pense qu'on a bien réagi dans le troisième de rester avec le focus. Mais en fait, comme je t'ai dit, il ne manque pas grand-chose. Ça, c'était le demi-finale, on sait, il nous manque encore 4 victoires, il faut remettre le focus, on va profiter ce soir de cette victoire en demi-finale, mais il faut regarder en avant, et voilà, il nous manque 4 matchs. Est-ce que pour cette finale, il y a un des deux adversaires qui vous parle le plus, que vous préféreriez? Pas du tout. Comme je t'ai dit, nous, on est sur notre chemin. On a gagné les 8 sur 9 matchs maintenant. Il faut garder le focus, récupérer bien travailler au face, on ice, améliorer des détails. Puis comme je t'ai dit, en fait, on peut profiter ce soir, mais à la fin, on est n'importe où. Et il nous manque encore 4 victoires. Ça ne change rien contre qui on va jouer. Merci Reto, bonne soirée. Bonne réponse diplomatique. Ouais, mais Gary, ça, cette interview, on peut la passer finalement dans tous les vestiaires, chez les jeunes aussi, pour leur dire, vous voyez ça, regardez ça. C'est pas, ouais, c'est génial, on est en finale, c'est super, non. Humble. On a encore, encore 4 victoires. Et puis c'est surtout, on commence une saison dans n'importe quel niveau, n'importe quelle ligue, c'est d'essayer de gagner le maximum de matchs et surtout de gagner son dernier match de la saison. Et c'est le discours à Reto Souris ici. C'est un gars qui part du club aussi. Il veut partir, c'est pas seulement personnellement qu'il veut partir sur une bonne note, mais c'est le chemin, la mission sur laquelle ils sont, c'est d'être champions. Et puis là, aujourd'hui, ils sont premiers qualifiés et ils sont en avance sur l'autre.
Ouais, et il sait aussi que voilà, les séries c'était 4-0, c'était 4-1 et qu'on ne va pas tomber dans la facilité du côté de Zug. Quel que soit l'adversaire, finalement, il va falloir réussir à chaque fois. Ce n'est qu'une étape vers le Graal. Parfait, exactement, c'est le Graal. Magnifique métaphore. On va récapituler les résultats justement de cet acte 5 avec la qualification de Zug, on vient de le voir, et puis le succès de Bienne qui mène, qui reprend l'avantage 3-2 dans cette série. Messieurs, on va passer aux 3 étoiles maintenant de la soirée. 3e étoile, on a choisi Robbie Earle. Messieurs, ce choix, parce que finalement, Geoffrey Vauclair, ce but, il était très important. Ouais, très très important. Franchement, il a mis, comme je l'ai dit avant, un but de sniper. Hein, je veux dire, on attend de ça de lui. Ben, là, il a assumé son statut. Derrière, bien sûr, qu'il y a un travail d'équipe pour le résultat qu'il y a eu ce soir, mais... Voilà, moi je suis franchement un shoot d'une très très grande qualité. Puisqu'on parle de shoot, 2e étoile, messieurs, ce soir, Santeller. Oh, 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 Gary Sissa, il nous a mis un but de NHL ce soir. Oui, c'était vraiment un but de talent, si on veut. C'est un joueur qui est bourré de talent puis qui joue très bien dans les deux sens de la glace. Puis il est bien récompensé. C'était un magnifique goal au bout du spectacle. Je pense que ça peut que donner confiance à lui et à l'équipe pour la ronde suivante. Alors, il est bien récompensé ce soir pour un magnifique travail. Auteur d'un blanchissage, 36 parades ce soir du côté de la capitale. Il a été incroyable. C'est Jonas Hiller qui a véritablement dégoûté les attaquants bernois. C'est l'homme. C'est l'homme, hein. Franchement. Geoffrey, Gary, Stéphane, on est tous d'accord ce soir. On a dit, la première étoile facile. Il n'y a pas eu de discussion sur la première étoile sur le plateau. Hein, en tout cas, là, j'ai même eu le sentiment qu'il voyait le puck comme un ballon de plage. Un grand ballon de plage. Ouais. Facile. Il voit toutes les pucks et puis tout. ses copains étaient là. Il fait des arrêts clés au bon moment. C'est comme ça qu'on gagne des 36. C'est comme ça qu'on gagne des matchs et des séries. Des séries, puis qu'on peut se rendre loin. Il a été très... Contre Ambry, ça a été 5-4-1 la série, mais il a été très, très important. Il a été à 94 %, il a fait des arrêts clés au bon moment. Et là, il fait encore du gros travail. Bravo à lui, en tout cas, première étoile de la soirée. Il y avait la finale de play-out, Davos qui pouvait être en vacances à l'issue justement de cette rencontre. Et ils n'ont pas manqué l'occasion, les Davosiens, pour justement composter leur billet d'avion avec Freiner, auteur d'un doublé. Il y avait 1-0 après 20 minutes, il y avait 2-0 après 40 minutes de jeu. À noter que c'est Noël Bader qui défendait la cage du côté de Rapperswil. Et puis Schlagenhoff qui va revenir en 3e période en marquant le but de l'espoir. Corvi dans la cage vide, 3-1. Davos, un grand ouf de soulagement quand même, Geoffrey. Hein. Ouais, c'est quand même bien qu'un club comme Davos, avec l'histoire qu'ils ont, se maintienne dans cette National League. Je pense qu'ils pourront repartir du bon pied la saison prochaine. Alors bien sûr, il y a une reconstruction à faire. On verra qui sera nommé comme coach là-bas, mais je pense qu'ils vont travailler avec des jeunes pour justement combler certains joueurs importants qui sont partis ces dernières années. En tout cas, coup de chapeau à Vito Lynch qui a réussi sa mission quand même, messieurs. Hein, parce que la finale de play-out, de toute façon, il savait qu'il allait la disputer. Il connaissait déjà l'adversaire. Gary, surpris quand même par le score 4-1, on va dire? Oui, moi je suis très surpris. Je mettais Rapperswil favori. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai trouvé que Rapperswil, cette saison, ça semble s'écrouler un petit peu maintenant, mais j'ai trouvé cette saison, malgré dernière place, malgré tout, ils se sont fait rarement déclasser et je trouvais leur atmosphère d'équipe était meilleure que celle de Davos. Mais Davos a su, avec son expérience maintenant, se focaliser que sur cette série et la remporter et surtout réagir à une défaite à la maison. C'est tous des petits facteurs que je pensais que Rapperswil avait le momentum sur eux. Ils pourraient leur casser le moral rapidement, mais ils n'ont pas le cas de le faire. Pas d'inquiétude pour tomber, c'est déjà une chose. Ça change la donne un peu, peut-être. Peut-être, on verra ça. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Stéphane, on donne rendez-vous samedi. Plus qu'un match pour un acte 6 du côté de la Tissot Arena entre Bienne et Berne. Et peut-être, au bout, imaginez une élimination du vainqueur de la saison régulière. Le suspense sera complet. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toute l'équipe technique. Et puis, rendez-vous sans faute, vous l'avez compris. Samedi, 19h30, on vous donne rendez-vous. Bonne soirée à tous. Bye bye.